Vous écoutez On lit pour vous. Un refuge pour Etty. Une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 23 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. Etty Hillesum est assurément un des plus beaux et des plus bouleversants personnages de l'histoire universelle. Née aux Pays-Bas en 1914, elle est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943, à l'âge de 29 ans. Son œuvre littéraire n'en est pas vraiment une. On ne connaît d'elle que son journal des années 1941 à 1943 et les lettres qu'elle a écrites alors qu'elle travaillait comme assistante sociale dans le camp de transit de Westerbork, où les nazis entassaient les Juifs avant de les déporter vers les camps de la mort. Pourtant, un critique littéraire aussi exigeant que Dvetan Todorov, 1939 à 2017, parle de son œuvre avec admiration. Son talent est incontestable. Certaines de ses pages n'ont rien à envier au plus grand chef-d'œuvre littéraire, écrit-il dans Insoumis, le livre de poche 2017. L'écrivaine française Sylvie Germain, ancienne élève d'Emmanuel Lévinas, s'extasie elle aussi devant la prose d'Etty. Ses textes, note-t-elle, ont été écrits à l'arraché, alors qu'elle vit sous l'occupation nazie. Elle n'a élaboré aucune théorie, ébauché aucun système, écrit Germain. Mais ses intuitions, dignes des plus grands visionnaires de la mystique rhénane et flamande, elle les a vécues jusqu'au bout, dans sa chair et son cœur, elle les a portées à incandescence sans faillir, sans tricher, sans jamais se désolidariser de ses contemporains. Une jeune femme ardente. Mais qui donc est cette jeune femme, diplômée en droit et en russe, lectrice avide de Rilke et de Tolstoï, que les nazis ont choisi de tuer? Etty Hillesum, la biographie que lui consacrait Germain en 1999 et qui vient d'être rééditée en poche pour la 3e fois, nous permet de l'apprendre avec intensité. À la lecture du journal et des lettres de la jeune femme, Todorov disait s'en tenir si proche qu'il se permettait de la désigner par son seul prénom. Je ferai comme lui. Etty est ardente, volontaire, voire, pour reprendre son propre terme, gloutonne, tant sur les plans littéraires, intellectuels et spirituels qu'érotiques. Elle aime la vie, le monde, dans leur entièreté. Elle veut tout, mais se reconnaît un peu fantasque. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes envahissent son pays. Etty est juive. L'enfer s'abat sur elle et sur les siens. Dans les 4 années qui suivent, un peu plus de 100 000 des 140 000 Juifs néerlandais périront dans les chambres à gaz. Etty va-t-elle s'effondrer? Pas du tout. En février 1941, elle rencontre Julius Speer, un psychanalyste juif allemand, formé par Carl Gustav Jung, réfugié aux Pays-Bas. Comme Etty, l'homme est fantasque mais charismatique. Il sera, bien qu'il ait le double de son âge, son amant, mais surtout son éveilleur de conscience. Quand il meurt du cancer en septembre 1942, Etty confie à son journal ce qu'elle lui doit. « C'est toi qui as libéré en moi ces forces dont je dispose, note-t-elle. Tu m'as appris à prononcer sans honte le nom de Dieu. Tu as servi de médiateur entre Dieu et moi, mais maintenant, toi le médiateur, tu t'es retiré et mon chemin mène désormais directement à Dieu. C'est bien ainsi, je le sens. Et je servirai moi-même de médiatrice pour tous ceux que je pourrai atteindre. » Or, être la médiatrice de Dieu auprès des Juifs, quotidiennement menacés de mort par les nazis et abandonnés à leur sort par presque tous, relève de la mission impossible. Etty, pourtant, ne se défilera pas. Chantez Dieu en enfer.
En 1942, elle se porte volontaire comme aide sociale au camp de Westerbork. La tâche a quelque chose d'absurde. Il s'agit, au fond, d'assister les Juifs prisonniers en attente de leur départ vers les camps de la mort. Etty ne se fait pas d'illusions sur le sort qui attend ses semblables. En quelques heures, écrit-elle dans une lettre déchirante, on pourrait faire provision de mélancolie pour toute une vie. Le fatalisme l'habite. Un moment vient où l'on ne peut plus agir, il faut se contenter d'être et d'accepter, note-t-elle. Etty veut, malgré tout, être le cœur pensant de tout un camp de concentration, c'est-à-dire continuer à dire la beauté de la vie et à chanter l'amour de Dieu. Ce dernier, pour elle, est innocent, n'a rien à voir avec ce mal qui déferle, il en est même la première victime. Chaque fois qu'un être est humilié, meurtri dans sa chair et dans son cœur, chaque fois qu'un être est assassiné, Dieu est atteint, explique Sylvie Germain, pour résumer la pensée d'Etty. Chaque fois qu'un être sombre dans le désespoir, cède à la révolte et en arrive à nier toute possibilité de l'existence de Dieu, Dieu se trouve alors expulsé hors de ce monde, car si Dieu est un Dieu caché, c'est avant tout au plus secret de chaque individu qu'il se cache. Etty craint que le mal fait par les bourreaux ne déshumanise les victimes en faisant naître la haine dans leur cœur, d'où son refus radical de toute haine. Nous portons tous, écrit-elle, le mal en nous, et c'est lui qu'il faut extirper en pratiquant l'amour du prochain, peu importe l'attitude et le comportement de ce dernier. Résistance spirituelle et politique. Il y a quelque chose de la sainteté dans la pensée d'Etty qui met presque sur le même plan le mal fait par les nazis et la haine de ses compatriotes en réponse à ce mal. C'est toutefois une sainteté révoltante. N'y a-t-il pas des limites, en effet, à tendre l'autre joue? Dans son essai Face à l'extrême, Todorov qualifie l'attitude d'Etty de surhumaine et déplore que son combat, tout entier éthique et spirituel, abandonne la nécessaire révolte politique devant le mal. C'est pourquoi, conclut-il, malgré son incontestable noblesse, je m'abstiendrai de recommander son attitude à tous les opprimés de la terre. Dans Insoumis, pourtant, Todorov nuance son point de vue. Assez vite, Etty, remarque-t-il, est consciente du danger qu'il y a à tout miser sur la seule expérience intérieure. Il faut garder le contact avec le monde réel, le monde actuel, tâcher d'y définir sa place. On n'a pas le droit de vivre avec les seules valeurs éternelles. Cela pourrait dégénérer en une sorte de politique de l'autruche, écrit-elle en 1941. Todorov note d'ailleurs que son engagement au camp de Westerbork à l'été 1942 marque un tournant dans son attitude. Elle abandonne alors son journal pour écrire des lettres qui décrivent les misères de ses semblables. Le souci pour sa vie intérieure s'élargit au souci pour les autres. Elle n'abandonne pas, note Todorov, son amour du monde et son refus de la haine, mais elle passe du je au il. Elle comprend que les autres font aussi partie de soi et que leur souffrance ne peut être que la sienne. Son fatalisme, c'est ainsi, sauvons-nous donc dans notre refuge intérieur, se transforme en amour du prochain qui n'exclut plus le souhait d'une action extérieure, politique, pour mettre fin à l'enfer. Elle-même ne sait pratiquer que les actes d'amour, non de destruction, mais elle admet la nécessité des uns et des autres, conclut gravement Todorov. Elle occupe donc cette place exceptionnelle, extérieure à l'engagement politique, et pourtant faisant vivre les valeurs qui lui donnent du sens. Aider Dieu. Dans sa biographie, Sylvie Germain encense la foi détachée de tout dogme d'Etty dans des pages d'une éblouissante beauté.
Le journal et les lettres de la jeune femme, écrit-elle, sont une prière qui relève du discours amoureux. Hetty ne demande rien. Elle dit sa joie et sa gratitude. Elle va même, et cela est tout simplement renversant, jusqu'à faire de Dieu son prochain. C'est à nous, croit-elle, d'aider Dieu, abandonné par les humains. Et si Dieu cesse de m'aider, écrit-elle, ce sera à moi d'aider Dieu autant que possible, et si j'y réussis, eh bien, je serai là aussi pour les autres. Nous devons nous faire samaritains pour trouver Dieu abandonné au bord de la route et lui donner un abri dans notre cœur. C'est ainsi peut-être que le mal pourra être mis en déroute sur la terre. C'est ce qu'a fait Hetty dans le camp de Westerbork par son souci sans mesure pour autrui. Un jour, écrit-elle, en parlant de ceux qu'elle avait croisés au camp, j'irai les visiter un par un, tous ceux qui sont passés entre mes mains, là-bas sur ce coin de lande. Et si je ne les trouve pas, je trouverai leur tombeau. Je ne pourrai plus rester tranquillement assise à ce bureau. Je veux parcourir le monde, aller m'assurer de mes propres yeux, de mes propres oreilles, de ce qu'il est advenu de tous ceux que nous avons laissés partir. J'écris ce texte sur le tombeau d'Hetty, j'entends sa prière, je veux lui murmurer qu'elle a un refuge dans mon cœur. C'était Un refuge pour Hetty, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 23 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. La libération transféministe commence là où le pouvoir des médecins finit. Un texte de Judith Lefebvre, paru le 17 avril 2026 dans Droits et Libertés. Le comité de sages sur l'identité de genre, mis sur pied par le gouvernement Legault à la suite des manifestations anti-trans de l'automne 2023, a rendu son rapport le 30 mai 2025. Le document, de plus de 200 pages, censé guider l'action gouvernementale à l'endroit des personnes trans, porte moins sur ces dernières que sur les discours qui expliquent et normalisent la diversité de genre et les résistances à leur diffusion. Cette approche mène malheureusement à une invisibilisation des conditions matérielles de vie d'une population marginalisée, ce qui s'explique par l'importance historique de la médecine dans le rapport de l'État avec les personnes trans. Du pouvoir médical à celui du droit. Rappelons d'abord qu'au Québec, le législateur s'intéresse à la codification des existences trans depuis 1975. C'est à cette époque qu'on voit apparaître les premières mentions de la transsexualité dans le journal des débats de l'Assemblée nationale. Le changement de mention de sexe figurant à l'acte de naissance a pour sa part été autorisé en 1977 de façon à rendre le droit conforme aux protocoles médicaux développés par des spécialistes de la transsexualité comprises, à l'époque, comme une déviance pathologique aux normes de genre exigeant de ce fait un diagnostic et un traitement spécifiques. Au début des années 2010, les principales organisations médicales s'engagent dans un processus de dépathologisation et abandonnent tour à tour le diagnostic comme condition d'accès aux soins transaffirmatifs. Puis, en 2015, le Code civil du Québec reflète cette tendance en autorisant le changement de mention de sexe à l'état civil par une simple déclaration sous serment alors qu'il exigeait précédemment une chirurgie génitale. Ne pouvant plus s'appuyer sur un diagnostic, l'État a ensuite cherché à établir ses propres balises pour différencier les personnes trans en tant que sujets de droit, aboutissant à des protections pour l'identité et l'expression de genre, en 2016 au Québec dans la Charte des droits et libertés de la personne, et en 2017 au fédéral dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Les personnes trans deviennent dès lors une minorité protégée plutôt que des malades à traiter. Les conséquences de ce changement de régime sont encore incertaines et se limitent pour l'instant à des mesures administratives comme la reconnaissance des identités non-binaires à l'état civil en 2021 à la suite du jugement Moore, puis du projet de loi 2. Ces progrès ne sont pas sans conséquences, mais ils sont remportés au compte-gouttes dans une lutte contre des discriminations fondées sur l'identité individuelle. Ils ont un impact limité sur les disparités socio-économiques qui affectent les personnes trans.
En cherchant à délimiter les droits protégés d'une minorité, l'État continue donc de prôner une approche centrée sur la différenciation des personnes trans en tant que sujet de droit. Le rapport du comité de sages n'en est que la dernière manifestation. Pourtant, une attention à leurs conditions de vie indique clairement que des politiques publiques globales seront nécessaires pour enfin tourner la page sur les inégalités structurelles héritées du régime antérieur. Aller-retour à la clinique. En théorie, au Québec, les soins transaffirmatifs s'appuient aujourd'hui largement sur une logique de consentement libre et éclairé dans leur mise en œuvre par les médecins. La transsexualité a été retirée des manuels diagnostiques et la dysphorie de genre, qui l'a remplacée, décrit plutôt une détresse cliniquement significative liée à une incongruence de genre. En réalité, le spectre de la pathologisation hante toujours la clinique, ce qui explique en partie les grandes disparités socio-économiques qui touchent les personnes trans. Leur capacité à disposer librement de leur corps est directement liée à l'accès aux soins transaffirmatifs et à des informations fiables les concernant, mais actuellement, le jugement professionnel l'emporte encore sur le respect de l'autonomie corporelle. Ce faisant, l'accès aux soins dépend d'un personnel médical qui manque d'encadrement et de formation. Cela mène à une grande disparité dans la prise en charge, certaines personnes étant redirigées vers différents spécialistes, alors que d'autres sont accompagnées immédiatement par leur médecin de famille quand elles en ont un ou une. Aussi, peu de professionnels sont en mesure de communiquer efficacement quels sont les bénéfices et les risques liés aux soins transaffirmatifs. Certains médecins d'expérience font exception, mais ce sont les savoirs communautaires et expérientiels acquis informellement qui jouent ce rôle pour une grande partie des personnes trans. Plus encore, le pouvoir détenu par les médecins en raison de leur rôle de prescripteur ou prescriptrice peut nuire à la qualité de la relation de soins. Les exigences liées à leur responsabilité professionnelle peuvent les rendre réfractaires à prescrire des soins pour une condition qu'ils ou elles ne connaissent pas, en l'absence de formation de base sur la santé trans. En conséquence, de nombreuses personnes sont soumises à des régimes de contrôle de l'accès aux soins qui sont dépassés. Dans certains cas, par exemple, des médecins imposent des consultations non nécessaires auprès de thérapeutes, de psychiatres ou d'endocrinologues, ce qui augmente les délais d'attente et les coûts. Il n'est pas rare non plus que des patients ou patientes décident de taire certaines préoccupations de santé pour éviter de perdre leur accès à l'hormonothérapie, par exemple, face à un ou une médecin déjà réticente à la prescrire. Ce phénomène fait partie des discriminations médicales connues sous l'expression « syndrome trans du bras cassé ». Au problème des médecins souvent mal préparés et des délais d'attente injustifiés s'ajoute la couverture limitée des soins par la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, en particulier pour les personnes migrantes. À l'heure actuelle, seules certaines formes d'hormonothérapie et de chirurgie génitale sont couvertes par la RAMQ, laissant de côté d'autres interventions comme la thérapie vocale, l'épilation permanente ou les chirurgies du visage, par exemple. En conséquence, les personnes transitionnent par leurs propres moyens. L'utilisation de sources illicites pour l'approvisionnement en hormones ainsi que le recours à la médecine privée et au voyage à l'étranger sont monnaie courante, posant des risques significatifs pour le bien-être et la sécurité des personnes. Cette prise de risque peut être elle-même associée à une instabilité financière accrue et à de la détresse, sans oublier d'autres facteurs de précarité comme le travail du sexe. Après l'accessibilité aux ressources d'hébergement d'urgence, l'accès aux soins est donc prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des personnes trans, et en particulier des femmes. Les risques associés au régime de soins actuel influencent inévitablement leur surreprésentation dans tous les facteurs de marginalisation, comme le sous-emploi, l'insécurité en matière de logement, les écarts de revenus et la surexposition aux violences physiques, psychologiques et sexuelles. De la dépathologisation à la démédicalisation. La dépathologisation a produit une sorte de paradoxe dont il est difficile de s'extirper. Elle mène à plus d'autonomie, mais en découle le renoncement à la certitude du diagnostic et à la prise en charge qui l'accompagne. Une approche de santé publique démédicalisée, c'est-à-dire qui ne donne pas priorité au jugement des médecins, résoudrait cette tension. L'affirmation du droit de choisir son parcours de transition réduirait les obstacles rencontrés par les personnes en recherche de soins. L'assouplissement des règles de prescription, en sollicitant les pharmaciens ou pharmaciennes par exemple,
et l'extension de la couverture publique à tous les soins transaffirmatifs, sans égard au statut migratoire, limiterait significativement la prise de risque chez de nombreuses personnes transprécaires. En démédicalisant les soins, il est possible d'aller plus loin en assurant collectivement la dignité des personnes trans et leur capacité à disposer librement de leur corps. Compte tenu de l'effacement du diagnostic comme outil de prise en charge, le rôle des professionnels est appelé à être bouleversé pour assurer le bien-être de la patientèle plutôt que de contrôler l'accès aux soins. Dans ce modèle, il ne s'agit plus de décider si les soins sont offerts, mais d'accompagner leurs prestations. En fin de compte, l'État doit faire face au mouvement historique de la dépathologisation. Jusqu'à présent, il s'est contenté de protéger juridiquement les droits individuels qui avaient d'abord découlé des pratiques de la psychiatrie et de la médecine. En démédicalisant les soins, il est possible d'aller plus loin en assurant collectivement la dignité des personnes trans et leur capacité à disposer librement de leur corps. C'était « La libération transféministe commence là où le pouvoir des médecins finit », un texte de Judith Lefebvre, paru le 17 avril 2026 dans Droits et Libertés. L'art autochtone au cœur de la culture québécoise. Un texte de Judith Lejeune, paru le 9 juillet 2026 dans Urbania. Catherine Boivin a grandi avec la culture pop québécoise. Elle souhaite maintenant que son univers atikamekw y soit représenté. Urbania et nous s'unissent pour vous faire découvrir l'univers artistique de Catherine Boivin. Les premiers souvenirs musicaux de l'artiste multidisciplinaire atikamekw Catherine Boivin sont très ancrés dans la culture québécoise. À Wemotassi, où elle a grandi, la musique traditionnelle faisait partie des rassemblements familiaux, mais elle partageait l'espace avec celle des colocs et de Jerry Boulet. C'était la musique populaire qui passait à la radio, précise-t-elle. Toute sa famille connaissait les paroles de ses chansons qui, à l'époque, jouait en boucle sur les ondes des stations commerciales. À l'adolescence, ses références culturelles se précisent. Elle regarde le film Crazy, du regretté Jean-Marc Vallée, et les films Les Boys, qui font aussi fureur dans sa communauté. Dans la nouvelle web-série Histoire d'être nous, disponible sur tout.tv, qui s'intéresse à la façon dont les productions audiovisuelles d'ici ont façonné notre identité, Catherine dresse même un parallèle entre l'humour atikamekw et l'humour absurde et loufoque de la série culte Dans une galaxie près de chez vous. Elle rêve également de travailler sur une fanfiction de cette émission qui a marqué son enfance. J'aimerais y mettre ma touche. Impossible de ne pas se demander comment ces œuvres, dans lesquelles on voit presque uniquement des personnages blancs, résonnent chez une jeune fille qui a grandi dans une communauté autochtone. Comment peut-on devenir artiste si on ne se voit pas dans l'art qu'on consomme? Je pense qu'on ne le réalisait pas à l'époque. J'ai commencé à prendre conscience de ça quand je suis sorti de ma communauté, explique Catherine. Ce n'est que plus tard, en développant sa pratique artistique, notamment au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'UQAM, qu'elle se rend compte que pour être représentée, il faut faire ses propres films ou séries. Je pense à Sonia Bonspil-Boileau qui a réalisé Pour toi, Flora. Il y a une collaboration qui se crée entre les Québécois et les Autochtones. C'est ça qui est le fun, qui est beau. On considère notre vision et on nous consulte. Mais au-delà de ces références populaires, Catherine a aussi grandi auprès d'une famille très créative. Ses deux grands-mères étaient couturières et lui ont transmis leur passion pour l'artisanat et le partage des savoirs ancestraux. Son père était musicien, sa mère passionnée de photographie. Catherine, elle, a choisi de toucher à tout.
Elle est danseuse, artiste visuelle, créatrice de contenu, cinéaste, comédienne. Aujourd'hui, elle cherche à faire cohabiter cet héritage dans sa pratique artistique plus contemporaine. Je suis en train d'apprendre la broderie de mocassins, d'un sac à main, etc. Je prépare ma prochaine exposition, qui sera présentée en mai, et qui comportera de la broderie parce que c'est important d'intégrer le savoir-faire autochtone et de le faire valoir à travers notre art, confie l'artiste. Au cours des dernières années, Catherine Boivin a aussi invité ses abonnés à plonger avec elle dans l'univers des powwows, tout en publiant sur TikTok des sketchs humoristiques pour les sensibiliser à certaines réalités autochtones. Ensemble, c'est tout. Catherine Boivin ne fait pas de distinction entre les cultures autochtones et québécoises. Pour elle, les deux forment un tout. Je dis souvent qu'on est là pour enrichir la culture canadienne. On est une richesse pour le Québec et pour les autres provinces. On contribue à développer la culture. On en fait partie, croit cette artiste et militante autochtone. Elle nomme notamment Bon Cop, Bad Cop, qui est sorti en série en mai dernier et dont l'histoire aborde des enjeux liés aux Premières Nations et au racisme systémique. Le rappeur Micmac, Quentin Condo, fait d'ailleurs partie des idéateurs et scénaristes. Ça m'inspire. Je pense que nous avons la responsabilité de vous inclure aussi dans ce qu'on réalise, avance Catherine. Elle souhaite voir naître davantage de collaborations dans les prochaines années et espère en faire partie. Pour elle, le long processus de réconciliation qu'ont entamé les instances politiques passe également par l'art et le partage des visions et des traditions des Premières Nations. Ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur d'approcher les Autochtones et d'en parler parce qu'ils ne veulent pas mal faire. Les gens veulent bien faire les choses. Je pense que c'est à nous aussi de montrer de quelle façon il faut collaborer, conclut-elle. Grâce à des artistes qui ouvrent la voie, comme Catherine Boivin, on verra certainement émerger des récits encore plus riches, nourris par le partage et le croisement des cultures. C'était L'art autochtone au cœur de la culture québécoise, un texte de Judith Lejeune, paru le 9 juillet 2026 dans Urbania.